Bonjour Claire Hédon. Bonjour. Claire Hédon, vous êtes défenseur des droits. Vous êtes notre vigie en quelque sorte et vous rendez un rapport accablant. Les atteintes aux droits se multiplient partout en France et dans presque tous les domaines. Services publics, police, maintien de l'ordre. Alors il y a la question des libertés, il y a la question de la vigilance sur le maintien de l'ordre. On va y revenir sur l'usage de la force. Vous étiez d'ailleurs au PC de sécurité de la préfecture de police de Paris pour l'une des récentes manifestations. Vous allez nous raconter ce que vous y avez vu, mais aussi sur le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au service public en général. Et là aussi, votre rapport, il est saisissant. Les Français ont-ils tous accès au service public? Sommes-nous égaux face au service public? On va y revenir. Mais une question que je n'aurais jamais imaginé avoir à poser, Claire Hédon. A-t-on le droit d'interdire les casseroles en France? En tout cas, on a le droit de manifester en France. Et c'est un des piliers de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, on pense tout de suite élection et représentativité électorale. Mais en fait, la démocratie, ce n'est pas que ça. C'est ça, certainement. Mais c'est aussi la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifester. Et le principe... Je voudrais qu'on écoute, parce que est-ce qu'on a le droit de faire du bruit avec des casseroles en France? C'est ce qui s'est passé hier. Et ça a visiblement été interdit par certains. Écoutez. C'était évidemment à l'arrivée d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, et comme ça a été le cas, partout il a été pratiquement depuis 2 jours. Et certains policiers, on les a vus, ou gendarmes, qui ont demandé à ouvrir les sacs des manifestants ou des manifestantes et qui interdisaient les casseroles, les boîtes de conserve, tout ce qui pouvait être un objet sonore portatif. C'est légal, ça? Alors, nous ne sommes pas encore saisis de cette situation et j'imagine que, vu ce qui se passe, on va être saisis et du coup, nous mènerons une enquête. Et entre autres, nous demanderons à connaître l'arrêté préfectoral qui a été rendu. Et à partir de là, ce qu'on va évaluer, c'est effectivement, est-ce qu'il y avait vraiment un risque de trouble grave à l'ordre public? Parce qu'en fait, l'État, effectivement, les pouvoirs publics peuvent interdire une manifestation s'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Et donc, ce qu'il faut analyser dans cette situation, c'est est-ce qu'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public? C'est vraiment la question qui doit être analysée. Mais j'insiste sur cette question de liberté de manifester, aussi sur le fait que les organisateurs doivent déclarer la manifestation, mais c'est pas une demande d'autorisation, ce qui est une nuance, et participer à une manifestation qui n'a pas été déclarée n'a rien d'illégal. Donc ça, c'est quand même... En fait, ça n'est illégal que si elle a été expressément interdite. Exactement. Et ça, c'est quand même un point qui est vraiment très important. Et elle n'est interdite que s'il y a un risque grave de trouble à l'ordre public. Autrement, elle n'a pas de raison d'être interdite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est la liberté de manifester. Et d'ailleurs, c'est aussi le principe de base du maintien de l'ordre et du schéma de maintien de l'ordre. L'objectif premier, c'est cette liberté de manifester. Alors le maintien de l'ordre, on va y revenir parce que je voudrais que vous puissiez nous raconter ce que vous avez vu. Encore une fois, vous avez préféré carrément regarder au plus près ce qui se passait dans l'usage de la force. Mais depuis plusieurs jours, la question de l'accès aux soins, l'accession de l'accès aux services publics en général, la question des erreurs parfois manifestes dans des dossiers, dans des droits, la question de la fraude sociale, de la fraude fiscale, ont été mis sur le devant et notamment par le gouvernement. Dans votre rapport, vous constatez que les libertés, mais aussi les droits des Français sont très souvent bafoués, ne serait-ce que parce qu'on n'y a pas tous accès. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours du combattant de certains Français? Il y a des exemples très concrets. On est saisi par un jeune qui n'arrive pas à toucher ses aides au logement et pour qui on pourrait dire bon, c'est pas très grave et tout, mais ça le met en grande difficulté. Il n'arrive plus à payer son loyer. C'est comme ça que des jeunes sont expulsés. Je pense à une personne âgée qui passe à la retraite et qui ne touche pas sa pension. Son dossier est bloqué. On passe son temps à lui redemander les mêmes pièces. Elle vit pendant 2 ans avec 90 € par mois. Elle n'a pas de ressources. Une autre femme qui veut toucher une pension de réversion. Son mari est décédé. Elle vit avec 400 € par mois. Elle ne touche toujours pas sa pension de réversion. Alors évidemment, moi, je continue à dire que je ne vois que ce qui ne va pas. Par les réclamations que nous recevons. Par définition, quand on vous saisit, c'est qu'on a besoin de vous et c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, mais ce qui nous frappe avec les 570 délégués qui sont sur le territoire et qui accueillent en physique les réclamants, parce que c'est notre force, nous accueillons les personnes physiquement. Et vous physiquement. insistez sur en physique, parce que ça fait aussi partie de ce que vous dénoncez, le fait que désormais, quand on a besoin d'avoir accès à un service public, eh ben, on a énormément de mal à avoir un échange avec un être
humain. Oui, et on a au téléphone quelqu'un qui n'a pas accès à votre dossier, qui ne peut pas le régler. On a du mal à avoir un rendez-vous physique. Il y a des rendez-vous qui ont été maintenus dans les services publics. Je ne dis pas qu'ils ont tous été supprimés, mais pas en nombre suffisant. Et bilan, les personnes se retrouvent sans solution. Arrivent devant nos délégués, sont épuisés, énervés, en colère, en disant mais j'arrive à joindre personne. Et à partir de là, on arrive à démêler les questions. On rétablit, 80% de nos réclamations sur les 126 000 sont traitées en médiation. Les 3/4 aboutissent. Donc on arrive à des résultats. Mais moi, le but, c'est pas qu'on ait de plus en plus de réclamations. Le but, c'est qu'on arrive à tarir le problème à la source. Et c'est pour ça qu'on que ait je de dis... moins en moins de réclamations à la fin, parce que les choses fonctionneraient. Ce serait le signe que ça fonctionne. Exactement. Donc ça veut dire, vous l'avez dit, un accueil physique, ça veut dire un accueil téléphonique de quelqu'un qui est en capacité de traiter le dossier. Et le dernier point sur lequel j'insiste, ce n'est pas possible de faire toutes les démarches en dématérialisé. Les derniers chiffres de l'étude du Crédoc disent 1/3 de la population française de plus de 18 ans est éloignée du numérique. 1/3 de la population. Éloignée du numérique, ça veut dire aussi que parfois, elle a l'outil, mais elle ne sait pas forcément s'en servir. Elle se décourage, ça marche pas, ça bug. Et finalement, tout le monde n'a pas Internet. Arrêtons de penser. Pas poursuivre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un abandon. Il y a un abandon d'accès aux services publics. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle le non-recours. On dit, on comprend pas très bien pourquoi il y a autant de gens qui ne demandent pas des aides auxquelles ils ont droit. Mais moi, ce que j'observe, c'est pas tant qu'ils ne demandent pas, c'est que c'est en fait un peu un parcours du combattant et qu'effectivement, au bout d'un moment, ils abandonnent et ils renoncent. Particulièrement ce renoncement d'ailleurs chez les personnes âgées. Plus important que vous êtes particulièrement intéressé aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, mais aussi la question de la protection de l'enfance ou de la question de la protection des étrangers. Quand vous avez entendu Emmanuel Macron lundi soir, et puis ensuite repris par Bruno Le Maire à ce même micro, ou Gabriel Attal, qui ont ciblé particulièrement les fraudes aux aides sociales, avec aussi la question, pas uniquement du Maghreb, mais régulièrement quand même, il pointait la question d'aide qui serait perçue par des gens qui ne vivent pas assez sur le territoire français et davantage au Maghreb. Comment vous avez réagi ? Lutter contre la fraude est parfaitement légitime. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'on qualifie de fraude des erreurs. Et on a plusieurs exemples d'une femme, justement, qui avait omis de déclarer à la CAF les revenus de sa fille, mais qui les avait déclarés aux impôts. Donc c'est bien une erreur, il n'y a pas une volonté de cacher, autrement elle ne l'aurait pas déclaré aux impôts. On considère qu'elle fraude, ça veut dire des pénalités supplémentaires. On a pu rétablir pour faire considérer que ce soit une erreur et non pas une fraude. Donc ce que j'observe, moi, c'est plutôt majoritairement des erreurs. Et puis, excusez-moi, si on compare les montants, on a 1/3 de non-recours au RSA, ce qui fait faire une économie à l'État bien plus grande que ce qu'il peut y avoir en termes de fraude. Mais vous voyez bien dans ce que je vous voulez dis. dire, c'est qu'il y a donc 1/3, vous rappelez ce chiffre, il y a donc 1/3 des Français qui auraient droit aux aides et qui ne les prennent pas. Oui, donc ce ne sont pas des abus là pour le coup. Exactement. Et souvent ils ont démarré les démarches. C'est pas du tout qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent pas en bénéficier. Ils ont abandonné devant la complexité, devant le risque aussi d'accusation de fraude. Et donc ce que j'observe, moi, c'est plutôt des entraves à l'accès aux droits que des questions de la de fraude. Pour vous, si c'est le mot serait exagéré, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui fraude dans cette histoire, c'est le service public en n'aidant pas suffisamment. Je l'ai dit, vous l'avez pas dit. En tout cas, s'il y a une responsabilité dans cette histoire, vous estimez que la responsabilité des services publics à ne pas faciliter l'accès aux aides doit être pointée au moins également. Autant d'énergie à ce que tout le monde puisse bénéficier des aides auxquelles ils ont droit. Il y a quand même une avancée. Emmanuel Macron a annoncé hier notamment le versement à la source d'un certain nombre d'aides. Ça pourrait être une des solutions à apporter à toutes ces questions, à la fois de fraude, mais aussi de non-recours. Ça va être le cas pour le RSA, mais moi je vais vous dire ce que j'observe sur les APL, où c'est déjà le cas. J'observe évidemment des bugs, des erreurs, des bugs informatiques. Il y aura toujours des bugs informatiques, donc il faudra toujours une cellule en capacité de le régler au plus vite. Et donc j'observe à la fois des bugs, des erreurs, des entreprises déclarées où la personne a travaillé pour l'entreprise et n'y a jamais travaillé, à qui du coup on demande, il faut que vous prouviez que vous n'ayez pas travaillé pour l'entreprise, ce qui est quand même un comble. Et donc moi j'ai des réclamants, ça fait 6 mois, 1 an, 18 mois qui ne touchent plus leurs APL. On en a qui sont expulsés puisqu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Expulsés de leur logement parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur logement alors qu'ils y auraient droit. Alors qu'ils auraient droit aux APL et simplement parce qu'il y a eu des difficultés. Et on est sur justement l'automatisation des aides sur les APL. On est exactement. Donc si on fait la même chose sur le RSA, je suis excessivement inquiète de ce qui peut se passer. Le principe est bien. Moi, ce que je ne comprends pas dans toutes ces situations, c'est pourquoi on n'a pas une cellule de crise qui règle les bugs informatiques et les erreurs, qui est capable... En temps réel, surtout. Pour pas que les gens aient à attendre des mois. Qu'on peut appeler ou on peut avoir un rendez-vous qui débloque le dossier tout de suite. Et ça, juste, il faut, dans les
règles dans tout ça, c'est vraiment quelqu'un qui règle les difficultés, quelqu'un à l'accueil, quelqu'un au téléphone, tout ce monde-là qui est capable de traiter le dossier et pas simplement de répondre « oui, je vous conseille, allez prendre rendez-vous », je ne sais pas quoi, mais qui n'est pas une vraie aide sur le dossier. Claire Hédon, défenseur des droits, la question des bugs, il y en a un domaine en particulier qui a fait l'objet de beaucoup de bugs, c'est MaPrimeRénov'. Près de 1400 plaintes en 2 ans. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, MaPrimeRénov'? Alors, ça marche pour beaucoup de gens, soyons lucides, mais je continue à voir ce qui ne va pas. Et en quantité, au moment où nous avons rendu notre première décision au mois d'octobre, on en avait 500. Depuis, puisque du coup on en a parlé, on en a 900 supplémentaires qui sont arrivés. Et là-dessus, 600 ne sont toujours pas réglés. Donc on a encore un certain nombre de dossiers qui ne sont pas réglés. J'ai tout à fait conscience que tout le monde ne nous connaît pas, donc on n'est pas du tout saisi de l'ensemble des problèmes. De ce matin et de cette semaine, non, mais je veux dire, c'est important aussi de savoir que vous existez et que tout citoyen français peut vous saisir. Téléphone, Internet, physiquement nos délais. Physiquement, voilà. Donc il y a vraiment pas mal de moyens de nous joindre et on traite gratuitement la situation des personnes. Ce point-là est vraiment important et en toute impartialité. Sur MaPrimeRénov', est-ce que vous avez ça continue à arriver, ça continue à ne pas être réglé. de problèmes réglés? Mais on est encore dans cette situation où ce qu'on avait préconisé à l'ANA, justement, qui s'occupe de cette prime rénov', c'est de rendre possible le dépôt de dossiers papier et de ne pas tout dématérialiser. Je continue à dire, 1/3 de la population française éloignée du numérique, on ne peut pas obliger les personnes à numériser toutes leurs demandes d'aide. Donc le premier point, c'est ça. Le deuxième, c'est évidemment un accueil physique pour régler les problèmes, c'est régler les bugs informatiques, c'est aussi donner une meilleure information. Beaucoup d'usagers ne comprenaient pas exactement à quoi ils avaient droit, combien, on leur dit une somme, puis finalement, sur le résultat final, c'est pas la même. Et puis, on a une question des mandataires, c'est-à-dire les artisans, et entre autres, je pense aux petits artisans qui n'ont pas les réserves financières, qui ont avancé les frais pour les usagers et dont les dossiers sont bloqués, qui n'arrivent pas à se faire rembourser. Et on a plusieurs artisans qui sont en très grande difficulté. Les droits, les libertés, Claire Hédon, je rappelle que vous êtes donc défenseur des droits et vous avez été aux avant-postes de la lutte pour s'assurer que le maintien de l'ordre se faisait dans la légalité, que l'usage de la force était proportionné lors de toutes les dernières manifestations. Vous avez été saisi, 127 saisines sur le maintien de l'ordre depuis le début de la mobilisation contre la réforme. C'est à peu près le chiffre est toujours exact. Le chiffre est toujours celui de ce matin. Voilà, mais ça augmente absolument tous les jours. Vous aviez été invité par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, à venir. Il avait dit on n'a rien à cacher, venez donc avec nous dans le PC de sécurité pour voir comment les décisions sont prises en temps réel. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu? Est-ce que vous pouvez d'abord que j'explique vraiment ce que c'est un contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité? Mais non, mais il en faut 2 secondes. Bien sûr, aucun problème. Au contraire, on est là pour expliquer. Le contrôle d'abord de la déontologie des forces de sécurité, il se fait par les pairs, les policiers, les gendarmes qui sont autour, par la hiérarchie, par l'IGPN et l'IGGN, et nous sommes le contrôle externe. Et dans une démocratie, il y a un contrôle externe et indépendant. Ce point-là est vraiment très important. Et qu'est-ce que nous cherchons dans les enquêtes que nous menons à chaque fois? C'est savoir si la force a été utilisée de façon nécessaire et proportionnée. Les forces de l'ordre, de par leur nom, elles ont l'usage de la force qui est parfaitement normal. Mais dans une démocratie, cette force, elle est contrôlée. Nous, ce que nous cherchons à chaque fois à savoir, c'est si c'était nécessaire et proportionné. Et effectivement, donc aller dans la salle de commandement à l'invitation du préfet Nunez, que j'avais déjà rencontré dès qu'il a été nommé. Enfin, les échanges avec le préfet de police de Paris. Vous n'avez pas attendu que les manifestations dégénèrent pour vous intéresser à la question de l'usage proportionné ou non de la force. Et surtout à échanger avec les forces de l'ordre, avec le directeur général de la police, avec la gendarmerie. Nos échanges sont absolument réguliers. Et donc, aller dans la salle de commandement, je dirais, fait partie de nos enquêtes en général où on cherche à comprendre pas simplement le fait, c'est-à-dire la violence qui a été utilisée à un moment et de savoir si elle était nécessaire et proportionnée, mais dans cette enquête, nous cherchons aussi à savoir quel est l'encadrement, quels ont été les ordres donnés, quelle a été la formation. Et donc, effectivement, aller en salle de commandement est intéressant parce que ça participe effectivement à ce qu'on arrive à comprendre dans le maintien de l'ordre. Je vous redis que le maintien de l'ordre, le but premier, c'est la liberté de manifester et en préservant l'intégrité des manifestants et des forces de l'ordre. Et là-dessus, j'ai une pensée pour les blessés, que ce soit du côté manifestant ou du côté force de l'ordre. Et je condamne tout acte de violence. Ce n'est pas la solution pour contester. Vous n'utilisez pas l'expression violence policière?
Les forces de l'ordre ont l'usage de la force, je vous l'ai dit dès le début, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cette force doit être nécessaire et proportionnée. Et c'est ça qu'il faut étudier. Et ce qu'il faut étudier, c'est qu'est-ce qui a généré à certains moments des forces disproportionnées. Je vous donne juste un exemple pour qu'on comprenne. Quelqu'un qui est maîtrisé, c'est une des premières décisions que nous avons rendues, qui est maîtrisé et qui est au sol. Et donc, qui ne peut plus... voilà. Qu'au moment où on est maîtrisé, on a utilisé de la violence, pas de doute. Mais il est maîtrisé au sol et il y a un policier qui continue à lui taper dessus. Ce policier... casqué, cagoulé, sans aério visible. Nous n'avons jamais réussi à savoir qui c'était. Les policiers autour ne savaient pas, l'encadrement ne savait pas. Donc on n'est même pas sûr qu'il est policier, Si, on est absolument sûr qu'il est policier. Et évidemment, entre nous, je doute parfaitement que ne savaient pas autour qui c'était. Et donc ça, c'est absolument... ce que vous voulez dire, c'est quand vous dites qu'ils ne savent pas, en fait, vous pensez qu'ils savent très bien et que tout le monde se tait, que tout le monde... tout le monde couvre. C'est inadmissible. Ou en tout cas, alors si je veux dire... C'est très grave ce que vous dites. Ça veut dire que l'encadrement, c'est-à-dire que les collègues ont couvert un acte répréhensible. Si l'encadrement de la police n'est pas capable de savoir qui c'est, je trouve ça quand même excessivement inquiétant. Et donc ça milite bien dans ce que nous disons, le port du RIO visible. Le port du RIO visible qui permet d'identifier... Le RIO, c'est donc le numéro d'identification des policiers. Et c'est ça qui est absolument vraiment indispensable. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une culpabilité partagée. Il y a au minimum une complicité. Dans le fait je garde un doute au fond de moi sur le fait que personne n'ait réussi à savoir qui c'était. Voilà, je ne peux pas ne pas douter. Ou en tout cas, si jamais c'est vraiment le cas, je trouve ça particulièrement inquiétant. Et pourquoi vous me racontez pas ce que vous avez vu dans le PC de sécurité ? Alors, dans le PC de sécurité, effectivement, comment se déroule la manifestation, c'est-à-dire entre autres ce qu'on appelle le pré-cortège, la partie black box, c'est pour ça que je vous ai dit que je condamne tout acte de violence, clairement, et la façon dont effectivement les forces et le PC sécurité et donc le préfet de police de Paris doit gérer ces violences et gérer à la fois le reste de la manifestation, parce que le but c'est que le reste de la manifestation, qui est bien plus nombreuse, est-ce que vous avez vu quoi que ce soit, c'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, quand je regarde en temps réel la manière dont sont prises les décisions, dont sont donnés les ordres, puisque vous étiez au cœur du lieu d'où partent les ordres, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à ce niveau-là, à cet échelon-là en tout cas, il y avait des excès, des abus ? Mais je ne suis pas, quand on est en salle de commandement, en capacité d'évaluer cette question. En fait, ce que je vous ai dit, à chaque fois ce que nous observons, c'est des actes où la force a utilisé de façon ni nécessaire ni proportionnée. Mais effectivement, dans quelles conditions aussi sont mis les forces de sécurité ? Mais c'est pas des moments qu'on peut voir et d'ailleurs, mais le préfet de police lui le dit lui-même, il ne voit pas l'ensemble des actes, il les voit après dans les vidéos qui circulent. En revanche, je trouve que quand il y a, et on voit en ce moment des vidéos, on va mener des enquêtes. Nous, il nous faut du temps pour mener des enquêtes en contradictoire. Nous sommes totalement impartials d'aucun côté et nous allons mener des enquêtes. Plusieurs affaires sont devant les tribunaux, donc il nous faut l'autorisation du procureur pour enquêter. Donc tout ça va prendre du temps et évidemment que nous rendrons ce qu'on appelle nous une décision cadre, enfin je veux dire un rapport plus général sur l'ensemble du maintien de l'ordre pendant cette période-là. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, en ce moment, nous ne sommes pas dans une désescalade de la violence. Et quand j'observe ce que font nos voisins, parce que j'ai beaucoup d'échanges avec nos homologues, et qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans les pays du Nord, eux, les débordements de manifestations. Ils sont aussi confrontés à des black box, et comment ils les gèrent. Et ils ont beaucoup plus travaillé sur cette question de la désescalade de la violence. Et la désescalade, elle se joue à tous les niveaux. Et je pense que c'est absolument indispensable d'avancer, parce qu'autrement, on va continuer à une violence qui augmente. Si je vous écoute et si j'essaie de comprendre les sous-titres, Claire Hédon, ce que vous laissez entendre, c'est que malgré tout, ce serait aux forces de l'ordre, aux politiques, de mener la désescalade. C'est clairement à tous les niveaux. Vraiment, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Cette désescalade se joue à tous les niveaux. Elle s'est manifestée par quoi, la désescalade ? Quand vous dites nos voisins, les Allemands, les Anglais, ils ont travaillé sur la désescalade. C'est quoi la désescalade ? Ça se manifeste par quoi ? Par exemple, beaucoup dans ce que nous avions préconisé, et qui est d'ailleurs dans le schéma de maintien de l'ordre, mais qui n'est pas complètement appliqué pour l'instant, c'est toute la question de communiquer, de mieux communiquer avec les manifestants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre des mégaphones et leur dire voilà ce qui va se passer. Exactement, c'est aussi basique que ça. Mais on a vu aussi des images de fin de manifestation, par exemple, avec des policiers qui prenaient les mégaphones en disant la manifestation est terminée, nous vous demandons de vous disperser et de partir. Ça n'a pas été suivi de fait. Oui, mais alors là, on est typiquement, est-ce qu'il y a besoin d'utiliser la violence pour disperser ? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu que ça se disperse pour que ça ne se passe pas dans la violence ? Dans les réclamations que nous recevons, là, dans les 127, il y a des situations, vous savez, ce qu'on appelle de NAS, donc de personnes
personnes qui n'ont pas pu sortir. Or, le Conseil d'État est très précis sur le fait qu'il peut y avoir des NAS, mais il faut qu'il y ait un point de sortie. On a plusieurs sur des questions de violence. On a sur des arrestations considérées par les gens comme arbitraires et avec des gardes à vue. Est-ce que vous avez aussi des saisines de la part, par exemple, de commerçants, de gens qui étaient dans la rue, qui ont eu leur vitrine abîmée? Non, parce que alors on a je voulais vous le dire quand même des saisines de journalistes qui est quand même assez nouveau, qui n'ont pas pu exercer leur travail. C'est absolument, pour nous, c'est nouveau. Non, alors vous avez raison, nous ne sommes pas compétents sur la question des manifestants qui utilisent de la violence, je pense aux Black Blocs, ni sur les commerçants qui ont des vitrines détruites. Mais ça, c'est juste la loi organique et la Constitution. La Constitution nous a dit de défendre les droits et les libertés. Notre domaine de compétence, c'est le contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. Le reste, les commerçants, c'est devant les tribunaux. Enfin, je veux dire, c'est la justice qui doit faire son travail, mais c'est pas nous, là. Claire Hédon, merci en tout cas d'être venue faire le point ce matin sur l'ensemble de ces droits, de ces libertés que vous défendez, vous qui êtes donc défenseur des droits. On retient aussi ce que vous nous avez dit sur la difficulté à avoir pu savoir qui était par exemple un policier à terre, y compris par ses collègues, et votre déclaration est particulièrement inquiétante. Merci à vous, il est 8h53 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.